Alors, ils mettent en avant une AOP, l'utilisation de lait de pâturage. Ils travaillent sur un lait bas carbone, à l'affût des évolutions, des modes de consommation. Ils incarnent l'innovation et les producteurs de l'Union laitière de la Meuse les accompagnent chaque jour dans leur démarche qualité. Ils démontrent chacun à leur façon la vitalité du secteur, les nouvelles opportunités du lait. Tel est le thème de cette nouvelle table ronde. Et nous avons plusieurs pour échanger sur cette thématique. D'abord, Madame Béatrice Marie Legal, que j'appelle sur cette scène. Bonjour Madame, directrice des achats chez Nestlé, firme dans laquelle vous occupez aujourd'hui des fonctions autres. Vous êtes donc directrice de l'approvisionnement durable maintenant chez Nestlé. Bonjour, asseyez-vous et merci d'être là. Vous travaillez sur les matières premières issues de l'agriculture régénératrice. Vous planchez sur un plan lait bas carbone et un programme sol vivant. Nous accueillons également Monsieur Donget, Luc Donget, président de la fromagerie éponyme, la fromagerie Donget, que vous dirigez avec votre frère à Coussens-les-Tréconville, tout près d'ici. Cette entreprise familiale a été créée par votre grand-père en 1930 et le lait que vous utilisez pour votre brie de Meaux AOP obéit à un cahier des charges très strict, on le verra dans un instant. Et pour finir, nous accueillons Monsieur Debesse, président d'Alsace-Lait, coopérative industrielle proche de nous, en Alsace, comme son nom l'indique. Monsieur Debesse qui nous rejoint est éleveur, producteur à Gétervillers, 120 bêtes, 180 hectares, 1,2 million de litres de lait produit chaque année. Et Alsace-Lait est client de l'ULM qui fournit sa firme en lait de pâturage. Bonjour Monsieur Debesse, merci d'être avec nous. Installez-vous et merci d'être encore avec nous aussi dans la salle pour suivre ces travaux. Alors Madame Legal, je me tourne pour commencer vers vous. Vous avez donc été directrice des achats chez Nestlé. Vous êtes aujourd'hui directrice de l'approvisionnement durable dans cette multinationale. Vous travaillez sur les matières premières issues de l'agriculture régénératrice. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la branche lait de Nestlé, le poids qu'elle représente, et puis peut-être un tout petit peu d'histoire. Je crois que l'aventure Nestlé a commencé avec le lait. Enfin, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Enfin voilà, Nestlé et le lait, qu'en est-il ? Alors, Nestlé et le lait, alors je ne referai pas l'historique de 1800, parce que je crois que Nestlé s'est implanté en 1868 en France. Donc c'est pour ça que bien souvent, même si on est une multinationale origine suisse, on peut croire qu'on est vraiment une société française parce qu'on a une implantation historique en France de très longue date. Et donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, Nestlé en France, c'est 16 usines. Et dans ces 16 usines, bien sûr, on incorpore... 16 usines pour le lait ? Pour le lait ou pas pour le lait, au total, au total. Et on utilise du lait liquide dans 3 de ces usines. Donc, dans l'usine de Boué, dans l'Aisne, on utilise du lait frais pour les produits Gigose, donc le lait infantile. L'usine de Challerange dans les Ardennes, on utilise du lait frais pour la poudre de lait qui sert dans les capsules Nescafé Dolce Gusto ou Ricoré. Et enfin Arche, dans les Vosges, près d'Épinal, où on utilise le lait pour faire des yaourts pour les bébés, pour les enfants. Donc on va dire le lait, c'est une grande histoire et c'est toujours vivant et c'est toujours important pour Nestlé. Et on passe donc au travers de coopératives, dont l'ULM, pour approvisionner ces 3 sites de fabrication. Et donc, pour nous, on est un petit acteur dans le monde du lait par rapport à des Lactalis, Sodial, mais pour Nestlé, c'est extrêmement important d'avoir ce lien avec l'élevage et avec l'amont lait. On avait historiquement
des relations beaucoup plus importantes. On avait un service agricole lait, donc on n'est plus dans ce mode-là, mais on renforce. Et d'ailleurs, dans mon équipe, on est aussi très orienté vers l'amont agricole avec une équipe d'agronomes qui justement fait le lien avec les coopératives sur toutes nos initiatives bas carbone, agriculture régénératrice qu'on peut mener en France. Alors, quelle est la part du lait dans le volume d'activité globale de Nestlé? Ça représente 10%, 15%, enfin, le lait et ses dérivés, les produits laitiers. Hein. Oui, alors les produits, je dirais que les produits laitiers, oui, on est au-delà du quart dans nos, Ah oui. je parle globalement. Maintenant, c'est aussi important parce que dans le mix, on va dire, de nos approvisionnements, finalement, quand on parle d'environnement, l'impact des émissions, on va dire dans tous les groupes agroalimentaires, les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de 2 tiers. Souvent, ça vient de l'amont agricole ou des matières premières. Et donc, c'est le cas aussi pour Nestlé et en partie lié au lait. Et c'est pour ça qu'on initie ces programmes. Alors, les marques emblématiques, juste pour notre culture, dans le lait de Nestlé, c'est. Alors, j'ai parlé vous de les connaissez peut-être, Gigose. messieurs, non oui. Pardon oui. Alors, j'ai parlé de Gigose, donc Oui. le lait infantile. Donc, ça, c'est vraiment Produit phare, un produit phare. Et on peut en être très fier parce que l'usine de Boué, c'est une usine qui produit pour la France. Mais il faut savoir que la production de l'usine, c'est 20% pour la France et 80% pour l'export. Donc, c'est vraiment extrêmement important. L'usine de Challerange, de la même manière, c'est 15% pour le marché français et 85% pour l'export. Donc, c'est vraiment important. Après, on a aussi, et vous nous voyez dans les supermarchés au travers des yaourts Nestlé, là, on a une joint venture avec Lactalis. Donc, c'est pas Nestlé qui achète du lait pour fabriquer ces yaourts, mais c'est dans le cadre de cette joint venture avec Lactalis, en fait. Donc là, c'est pas dans mon périmètre direct en fait de responsabilité. Alors vous avez parlé de l'usine de Challerange. Si vous le voulez bien, on va s'y arrêter un tout petit instant puisque c'est tout proche de nous et c'est une usine qui est cliente donc de l'ULM qui fabrique de la poudre de lait. Alors quel poids économique représente cette unité de production? Alors cette unité de production est une des. Alors il faut savoir qu'en Europe, Nestlé a 3 usines de production de Nescafé Dolce Gusto, donc les fameuses capsules que vous mettez pour vous faire un café ou un café au lait, encore mieux. Et donc Challerange est une des 3 usines qui fabriquent du lait en fait pour ces usines. Donc avec je dirais un poids extrêmement important. Donc on livre l'usine anglaise de Tutbury et qui va encapsuler ces capsules, enfin ce lait. Alors on va parler dans un instant du lait bas carbone et de ce programme que vous chapeautez avec notamment l'ULM comme partenaire. Il n'y a pas qu'elle. Mais je me tourne peut-être maintenant vers Monsieur Donget qui dirige donc la fromagerie éponyme, donc qui porte ce nom. Donc c'est une entreprise familiale qui a été créée, je crois, par votre grand-père, qui précisément l'a reprise en 1930 cette fromagerie. Donc j'ai quelques chiffres 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous transformez 10 millions de litres de lait par an pour 55 personnes employées, et vous fabriquez du brie de Meaux. Alors, dans la Meuse. Dans la Meuse. Alors, je dois dire que pour moi qui n'y connais rien, ça a été une découverte. Donc, on fabrique le brie de Meaux dans la Meuse. Je crois que c'est 70% de la production nationale de brie de Meaux qui se fait dans la Meuse. Donc, du brie de Meaux qui n'est pas de Meaux. Presque. Voilà. Alors, bonjour oui. À tous. Oui, effectivement, c'est une particularité, oui et non. La Meuse a toujours fait partie de l'histoire de ce produit, le brie de Meaux, et nous sommes 3 intervenants dans la Meuse. Donc la zone d'appellation s'arrête à la rivière Meuse.
voilà, et part de la Seine-et-Marne pour arriver jusque chez nous. Donc, je pense que sans la Meuse, c'est un produit qui aurait pu disparaître, puisque les fromageries les plus anciennes fabriquant ces fromages sont meusiennes, donc Renard-Gillard, Lactalis à Rhône-Réval, et nous à Triconville. Voilà, on est tous presque pour certains centenaires, et nous, notre grand-père a démarré en 1922, comme vous l'avez dit, et racheté effectivement à son oncle en 1930. Alors, vous faites de l'AOP, exclusivement. Oui. C'est du brie de Meaux AOP. Oui. Appellation d'origine protégée. Protégée, voilà. Oui. Donc, on doit répondre à un cahier des charges rigoureux de la production du lait, la transformation et l'affinage. Donc, je ne vais pas détailler tout l'ensemble du cahier des charges, mais pour être, on va dire, consacré à AOP, il faut une histoire vraiment assez ancienne de ce produit, de la transformation de ce produit. Et on va dire respecter au plus près ce que nos anciens faisaient. Bon, ça ne veut pas dire qu'on travaille en sabots de bois, non plus. Mais voilà, donc le brie de Meaux, c'est un fromage au lait cru. Donc il y a un cahier des charges rigoureux auprès des producteurs de lait. Au niveau aussi de l'alimentation animale, donc plus de 85% de l'alimentation doit provenir de la zone et 65% issus de l'exploitation. Ou 70, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Donc, il y a un vrai lien au terroir. Voilà. Donc, pour donner une spécificité à ce produit. Donc, le lait cru, faire du lait cru en AOP, c'est aussi très compliqué. C'est une rigueur quotidienne au niveau des exploitants, entre autres dû au risque pathogène. Bon, je ne veux pas m'étendre, mais voilà, quand on fabrique un fromage au lait cru, il faut être rigoureux de A à Z, parce qu'il n'y a pas de moment où on peut assainir au moment de la production du lait ou de la transformation, assainir par une action thermique. Donc ensuite, on moule manuellement le fromage et on affine un certain temps. Donc l'affinage doit aussi se dérouler sur la zone. Alors on reviendra dans un instant sur la qualité du lait, sur le cahier des charges, tout comme on parlera du lait bas carbone, mais je voulais aussi donner la parole à monsieur Debesse. Bonjour monsieur, donc président d'Alsace Lait, vous-même éleveur à Géterviller, dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin ? Le Bas-Rhin, près de Saverne. Oui, c'est dans le Bas-Rhin. Oui. Dans le Bas-Rhin, voilà. Alors, vous me disiez que votre coopérative était archi-leader en Alsace. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en 2 mots ? Donc, Alsace Lait, c'est à la fois, comme l'ULM d'ailleurs, une coopérative qui fournit du lait et puis qui transforme aussi et qui fait des produits phares. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, peut-être un peu d'historique, parce que voilà, on n'a pas 100 ans, on voulait fêter nos 40 ans, parce qu'effectivement, Alsace Lait a été créé au 1er janvier 1979, par le regroupement de 4 petites coopératives, qui étaient effectivement 4 petites entreprises qui étaient au centre de villages ou de petites villes sur l'Alsace, et effectivement avec la reprise de la SAS de la ville de Strasbourg. Parce que bon, aujourd'hui, tout le monde a un peu oublié ça, que bon, on en a beaucoup parlé ce matin, mais l'alimentaire reste quand même l'essentiel de notre vie. Sans l'alimentaire, même si souvent les producteurs, on est critiqués à crabashing qui n'en parlent pas, sans manger, ça va être difficile. Donc, à l'époque, toutes les villes, et Strasbourg en faisait partie, ils avaient une laiterie et un abattoir. Donc, effectivement, et en 79, ils ont décidé de s'en séparer. Et effectivement, ça a rejoint la coopérative qui a été créée à l'époque. Donc l'aventure a commencé en 79 et puis en 83 a été décidé de construire un nouveau site au nord de Strasbourg, dans la zone industrielle de Hürth, donc en bordure d'autoroute qui va sur Karlsruhe en Allemagne. Et depuis ce temps, effectivement, c'était mes prédécesseurs, bien sûr, c'était pas moi. Moi, je suis arrivé en 93 en tant que président, donc j'ai aussi un peu d'historique. Mais effectivement, on a vite essayé d'avoir un projet pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, à sa création, elle n'avait pas vraiment un projet. Et puis, c'était une réunion de petites structures qui, effectivement, on était dans les années 80. C'était un peu différent d'aujourd'hui. Donc, on s'est cherché et très rapidement, on a dit, si on veut avoir une chance par rapport aux gros mastodontes, parce qu'on était principalement sur, à l'époque, du lait UHT. On avait un accord avec Danone qui faisait ses danettes à Strasbourg à l'époque. Ils avaient une usine à la Montagne Verte. Donc, c'est nous qui fournissions. Et effectivement, on a dit on n'a aucun avenir dans du lait UHT, il faut qu'on trouve autre chose. Donc on s'est orienté vers les produits frais parce que bon, l'Alsace on a un avantage, c'est pour ça que ça s'appelle aussi Alsace Lait, c'est Bas-Rhin Haut-Rhin. Aujourd'hui c'est le CEA, bon nous ça la politique on n'en fait pas, nous ce qui nous intéresse c'est nos consommateurs. Et on a 2 millions d'habitants à notre porte quoi.
Donc on a dit comment est-ce qu'on peut effectivement être différent de ces grands groupes qui sont amis mais aussi néanmoins concurrents, que ce soit des Français ou les gens effectivement aussi de l'étranger. Donc on a dit, bon, si on veut avoir une chance de s'en sortir demain, il faut qu'on axe vers les produits frais. Donc effectivement, on a commencé notre aventure. L'usine a été inaugurée en 86 par François Guillaume, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Moi, je n'étais pas encore dans les starting blocks, je suis arrivé en 93, avec des difficultés financières à un moment donné. Bon, voilà, on a redressé tout ça et on a de plus en plus orienté sur le produit frais. C'est-à-dire que notre produit phare aujourd'hui, c'est le fromage blanc. C'est le fromage blanc qui a effectivement connu des hauts et des bas comme tous les autres produits, mais c'est quand même une protéine, comme ça a été dit ce matin, le lait est une protéine quand même intéressante et peut-être un bon marché aujourd'hui. Donc le consommateur n'a jamais vraiment boudé ce produit. Nous nous sommes tout de suite diversifiés effectivement du petit suisse, c'est-à-dire du 60 grammes jusqu'à la tonne en grand conteneur, parce que nous servons aussi des industriels à qui nous faisons des préparations toutes faites pour la tarte flambée. La tarte flambée, c'est quand même une spécialité alsacienne qu'on trouve aussi en surgelé dans les grandes surfaces. Et effectivement, dans les fromages blancs, nous sommes, comme vous avez dit, ultra leaders. Quand on prend effectivement 10 pots de fromage blanc qui sont vendus en Alsace, il y en a 8 qui viennent de chez nous, quoi. Donc aujourd'hui, notre grande question, c'était comment pousser plus effectivement à la marque. Quand vous êtes à 8 sur 10, c'est difficile d'aller encore beaucoup plus loin. Donc on a dit il faut effectivement qu'on revienne sur d'autres produits. En 94, nous avions une grosse baratte, parce qu'on avait effectivement beaucoup de crème, parce qu'on faisait du lait UHT. Donc cette baratte a été vendue quand on s'est orienté de plus en plus sur les produits frais. Aujourd'hui, on fait encore 7-8 millions de lait UHT, qui sont en tripartite avec Lidl, en grande partie. Et effectivement, nous avons remis une petite baratte en place l'année dernière pour effectivement servir en avant, bien sûr, nos producteurs alsaciens, les consommateurs alsaciens, et parce que nous avons effectivement une marque qui a une très forte notoriété sur notre région Alsace, voire sur le Grand Est. Aujourd'hui, on est effectivement en communication télé qu'on peut se permettre de faire. Et je pense que voilà, on voit aussi les fruits qui reviennent sur l'entreprise. On a relancé aussi effectivement, autant qu'on était sur le beurre, on a relancé des yaourts, alors que Alsace Lait, c'est aussi une entreprise, on est propriétaire de Savoie Yaourt en Savoie. Et là aussi, il faut suivre ce que cherche comme sens d'achat le consommateur. Vendre un produit yaourt Alsace Lait alors qu'il est fabriqué en Savoie, ça a mal à passer aujourd'hui sur le marché. Donc, on a effectivement, dans les investissements industriels, on a des mécaniques et des outils qui sont pour la grosse cavalerie, parce qu'on exporte quand même aussi en MDD, grosso modo, 28% du lait qui est transformé. Donc, il faut aussi de la grosse cavalerie. Et nous avons aussi, effectivement, des machines spécialisées pour faire de petites séries. Parce que c'est ça notre richesse au niveau de la marque. Donc, on a relancé des yaourts gourmands, parce qu'on est gourmet par tradition. Donc, et bien sûr, aussi toutes les spécialités qu'on va lancer dans les années à venir. On a fait planter, par exemple, de l'ail d'Alsace pour mettre effectivement, avec notre assaisonnement, le fromage blanc aux fines herbes. Donc, vraiment, comment on appelle ça? C'est le Bibelkäse ou quelque chose? Bibelkäse, oui. Voilà. Alors, combien de salariés chez Alsace Lait? Actuellement, oui, entre ceux qu'on recherche et ceux qu'on en a, on a 270 salariés sur Alsace Lait. Effectivement, on est toujours à la recherche, il y a toujours une vingtaine de postes ouverts, c'est un peu comme partout, tout le monde cherche des salariés parce qu'on est en forte croissance, effectivement, aussi de volume. Donc, et on en a 70 ou 60 sur Savoie. Et sur le Canada, on est à 150 personnes, parce qu'on a une filiale aussi au Canada, on est majoritaire. D'accord. Et alors, est-ce que vous êtes autosuffisant? C'est-à-dire, est-ce que le lait que votre coopérative produit suffit à alimenter vos usines à fromage blanc? Mais, vous savez, nous, quand, à un moment donné, on a fait le choix de garder notre structure industrielle. C'était parce qu'on était en pleine période de quotas. On ne pouvait pas dire à nos producteurs, produisez ce que vous voulez. On était tenu par une réglementation européenne, nationale. Et nous avions préparé la sortie des quotas, bien sûr, largement en avance. C'est-à-dire que nos producteurs, ils avaient 120 millions de droits de produire. On avait déjà poussé au niveau industriel, grosso modo, à 145 voire 150 millions de transformés.
Et à la sortie des quotas, on a tout de suite offert cette possibilité de produire à nos producteurs. Donc très largement, on a pu passer, nos producteurs ont pu passer en 2017-2018 à 150 millions de production. Et aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes plus, notre lait produit par nos producteurs n'est plus suffisant parce qu'effectivement, nous avions des opportunités de développement, nous, notamment sur le lait de prairie. Le lait de prairie qui, effectivement, nous avions une clientèle sur les Pays-Bas, la Hollande, qui, à un moment donné, avait une exigence de Vitamilk, donc bon, c'était à prendre ou à laisser. On a discuté avec nos producteurs, bon, on n'était pas convaincus du premier coup. Finalement, nos producteurs se sont quand même très rapidement, ils nous ont suivis parce qu'il y a aussi une confiance entre un producteur et sa structure. Donc, très rapidement, ils nous ont suivis. Aujourd'hui, on fait 46 millions sur 150 qui sont en lait de prairie chez nous. Et on a trouvé effectivement un accord avec ULM parce que on va en parler. On n'a pas le moyen, parce que bon, on est en Alsace. Nos structures sont grandes parce qu'on est à 700 000 de moyenne, mais souvent en bordure de village, le lait de prairie, c'est pas techniquement évident pour tout le monde. Alors, on va y venir. Vous n'êtes pas tout à fait là par hasard, puisque vous êtes 3 clients finalement de l'Union laitière de la Meuse. Vous vous fournissez ici. Alors, madame, vous avez noué avec l'ULM un partenariat pour du lait bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme ? Alors en fait, oui, Nestlé s'est engagé, au niveau global, a fait des annonces sur l'ambition du groupe de réduire de moins 20% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2025 et de moins 50% à l'horizon 2030 pour atteindre le net zéro à 2050. Donc vraiment un programme très ambitieux et du coup nous en France dans la structure que j'anime, on s'est dit oui, comment travailler avec nos coopératives laitières notamment pour aller dans ce sens parce que c'était vraiment primordial. Et donc, on a, dès 2021, travaillé avec l'Institut de l'élevage, qui est aussi partenaire dans notre programme, pour la partie technique, et avec des partenaires techniques locaux, le Bureau technique de l'élevage, notamment les chambres d'agriculture, pour aider au diagnostic, notamment dans ce programme. Et on a travaillé bien sûr avec nos coopératives et l'ULM, avec lesquelles on a beaucoup échangé ces dernières 2 années, on va dire, pour monter ce programme. Et on a abouti le 5 septembre 2023 à la signature de ce partenariat. Donc on était très contents, je pense tous, pour avancer dans cette voie. Et là où, la façon dont ce partenariat est construit, c'est en fait, donc on propose un accompagnement technique. Nos programmes se font de cette façon-là, avec un accompagnement technique, donc au travers des instituts terrain, on va dire, qui vont faire le suivi, qui vont travailler avec les éleveurs et la coopérative sur des formations, pour mettre en place les plans d'action. La mesure aussi, parce que la mesure est quelque chose d'extrêmement important, avec la mise en place et l'utilisation d'un outil de l'interprofession CAP2ER pour la mesure des facteurs d'émission des exploitations. Et enfin, un accompagnement aussi financier avec une valorisation des exploitations qui rentrent dans le programme sur leur niveau d'émission initiale et ensuite sur les progrès et la maturité dans la démarche. Voilà comment le programme s'organise. Donc là, on est encore au début. On a fait quelques pilotes l'année dernière. Et donc là, l'idée, c'est d'engager des éleveurs pour entrer dans ce programme, qui est un programme d'accompagnement sur 5 ans. Alors, il y a le lait bas carbone, il y a d'autres laits différenciés sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez nous en dire 2 mots. Il y a le bio, il y a le lait de pâturage. Quels sont les laits qui vous intéressent ? Des laits, on va dire, du lait à forte valeur ajoutée. Oui.
Alors, je dirais que notre point, on va dire, de focus actuellement, bien sûr, on parle de qualité, de lait de qualité. Vous imaginez avec les normes, notamment dans le lait infantile, on a des normes chlorate, il y a des normes très 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 strictes. Donc, bien sûr, l'idée c'est d'être dans ces normes-là. Sinon, vraiment notre focus, c'est ce lait bas carbone en fait. C'est vraiment de réussir à transformer toute cette filière lait pour nos usines dans cette démarche bas carbone. Alors, Monsieur Donget, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le cahier des charges. Quand on fait du brie AOP comme celui que vous faites, il faut un lait particulier. Quels sont les critères Donc j'ai déjà répondu à la Oui, question. oui, mais, Non, mais on a dit qu'on y reviendrait, qu'on le développerait un petit peu. Bien, vous avez raison. Donc effectivement, il faut un lait spécifique. Oui, il faut déjà une alimentation locale, issue de l'exploitation. Oui, ça on l'a dit. On l'a dit. Oui. Issue aussi de la zone. Et donc la spécificité du brie de Meaux, c'est de faire du lait cru, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas chauffer le lait, donc on transforme et on conserve la biodiversité native du lait jusqu'au terme de l'affinage. Donc c'est là qu'intervient le savoir-faire du producteur de lait, c'est-à-dire on a le droit à 0 erreur, donc aucune contamination sur le lait tout au long du process de production laitière. Donc ça veut dire aussi, on parle de bien-être animal, bon c'est un peu la bouteille à l'encre, parce que c'est très global comme concept, mais le fait déjà de surveiller la santé animale, déjà on fait déjà un pas en avant par rapport à la santé animale. La qualité de l'alimentation, je pense que globalement nos éleveurs ne maltraitent pas les animaux. Donc c'est vrai que on fait tous, et je pense que tous nos éleveurs font du bien-être animal, mais de là le mesurer, comme disait Madame, je ne sais pas s'il existe des instruments de mesure. Mais... Alors ce lait, vous le trouvez exclusivement en Meuse, auprès de l'ULM, ou vous avez d'autres fournisseurs? Non, exclusivement autour de l'entreprise, donc il y a des producteurs historiques, et puis les plus éloignés sont à 35 km de l'entreprise, donc il y a un lien fort entre il y a un lien fort entre les producteurs et nous. Et tous appartiennent donc à l'ULM, tous les producteurs. Oui, 100%. Voilà. 100%. Donc, il y a une zone qui nous est dédiée, et à l'intérieur de cette zone de production, nous allons sélectionner les producteurs dont on a besoin. Et capable de répondre à ce cahier des charges. Capable de répondre, et puis ça nous permet d'avoir de temps en temps de faire du tri au niveau de certains producteurs qui peuvent connaître une défaillance. Donc, qui est aussi remplacé par un autre producteur qui est issu de la même zone. Alors, Monsieur Debesse, vous achetez du lait de pâturage à l'ULM, parce que vous n'êtes pas en mesure de produire tout ce lait dont vous avez besoin. Et alors, pourquoi du lait de pâturage? Est-ce que c'est uniquement un argument de marketing, ou est-ce que c'est vraiment un saut qualitatif qui est fait grâce à ce lait? Pourquoi vous vous lancez dans cet approvisionnement? On ne s'est pas lancé, on est quasiment déjà historiquement dedans, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on valorise un plus pour le lait de prairie à nos producteurs. Je pense qu'au départ, c'était effectivement une contrainte commerciale qui nous a été plus ou moins imposée, où vous gardez le marché ou vous perdez le marché. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de le faire d'une contrainte, d'une opportunité. Parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup de bas carbone, mais aujourd'hui, et en Alsace, on a effectivement, comme beaucoup d'autres régions françaises, on a la contrainte effectivement des bassins versants, on a la contrainte des coulées de boue quand il y a les orages, on a les contraintes des puits de captage. Donc effectivement, pour nous, répondre à ce lait de prairie, c'était aussi, par exemple, sur l'entreprise, nos producteurs, parce qu'on les suit de près, aujourd'hui, pour produire 46 millions, il y a quand même des gens qui ont remis des terres en herbe. Donc il y a 1000 hectares de prairies qui ont été remises en place. C'est vrai que l'opportunité aujourd'hui du bas carbone, enfin du lait de prairie, c'était aussi, on était la première entreprise de France à être 100% non OGM. Et ça là aussi, c'était parce qu'on observait les marchés autrichiens, les marchés allemands, on est quand même frontalier avec ces gens.
C'est impossible d'exporter un moindre litre de lait en Allemagne si t'es pas non OGM. Donc voilà, tout ça, ça nous a ramené à nos producteurs, on leur a expliqué que sur le lait de prairie, l'avantage, c'était beaucoup plus l'image du bien-être animal qui était mise en avant, mais c'était une contrainte que effectivement le nord de l'Europe nous a imposée. Donc nous en avons fait une opportunité et aujourd'hui les gens qui se sont engagés là-dedans ne voudraient surtout plus revenir. Donc c'est aussi, même si demain on devait, parce que c'est toujours la grande question, c'est quand même des marchés que vous pouvez aussi perdre à un moment ou à un autre, ou au moins partiellement, c'est même pour notre marque, on commence à surfer là-dessus. Donc pour dire effectivement, on utilise du lait de prairie, notamment la crème, le beurre qu'on a lancé, et c'est fait à base de crème venant de lait de prairie, quoi. Donc tout ça c'est traçable dans les entreprises. Et c'est aujourd'hui aussi, avec le non-OGM, quelque part un plus qu'on met en avant, parce que là, c'est aussi une nouvelle demande, c'est la non-déforestation. Tout le monde a cette question sur les lèvres aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, on peut déjà, avec le non-OGM et le lait de prairie, on est quasiment en mesure de répondre à nos clients à quasiment à 98%, qu'on peut leur donner la garantie d'avoir effectivement des protéines non déforestantes. Donc, je pense qu'on est dans une démarche, bien sûr, qui rejoint aussi le Cap 2R, parce que c'est vrai, on n'a pas mis plus l'accent sur ça, mais aujourd'hui, grosso modo, 40% de nos exploitations ont été vues sur les analyses de Cap 2R, aussi Bowiewell, parce que ça aussi, c'est une attente du bien-être animal. Donc, voilà, nos producteurs sont tous totalement rentrés dans ça, parce que on ne joue pas avec une marque. Au niveau de l'image que nous voulons donner à notre marque et que nous avons donnée, il faut la respecter. Et vous avez surtout pas le droit de raconter une histoire qui n'est pas la réalité sur le terrain, parce que tout est vérifiable. Donc effectivement, à fur et à mesure, voilà, nos producteurs qui pouvaient, comme beaucoup d'autres producteurs, et moi-même en tant que président, j'étais, je veux pas dire réticent, mais c'est encore une contrainte supplémentaire, et on a bien entendu ce matin les contraintes, bon, des fois ça nous chauffe quand même les oreilles, et c'est vrai. Mais c'est vrai quand ça devient aussi une opportunité financière, quand on regarde aujourd'hui la moyenne 700 000 litres, vous mettez 2 cents de litre de lait, on parle quand même de 15 000 euros. Donc c'est aussi vraiment la contrepartie financière qui est mise derrière. On a aussi eu effectivement un bassin rameuse qui nous a quand même aussi aidé et aidé les exploitants à mettre les paddocks en place. On paye les techniciens pour le suivi de l'herbe. Donc on a mis toute une pratique en place pour effectivement être efficace là-dessus. Alors, j'aurais 1 milliard de questions à vous poser, mais je regardais mon téléphone. Le temps, malheureusement, qui nous est imparti est écoulé, mais je voulais quand même faire un dernier tour de table sur la disponibilité en lait, sur l'arrêt des ateliers, des exploitations, l'approvisionnement demain. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète, qui vous préoccupe, vous qui êtes à la fois producteur, mais aussi industriel? Vous avez ce double regard. Est-ce que c'est pour vous la problématique numéro 1 pour les 10 prochaines années? La problématique numéro 1, je pense, c'est effectivement c'est une interrogation. À un moment donné, effectivement, on est sur la région Alsace, le sel industriel laitier qui effectivement fait de la transformation entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le lait est collecté, mais on sait aussi, vu les prix qu'on paye aujourd'hui, qu'il y a des producteurs qui toquent à notre porte. Donc, je me fais pas trop de soucis parce que nos objectifs, on les fixe aussi clairement là-dessus. À un moment donné, nous avons rempli les étables et aujourd'hui, nos objectifs, c'est simplement d'être dans les meilleurs prix de lait payés en France, quoi. Donc, c'est la coopération, il y a rien à redire là-dessus. C'est le boulot d'un conseil d'administration, d'une direction, pour faire en sorte qu'effectivement, on réponde parce que la coopération, notre coopérative, elle appartient à ces 200 producteurs. Donc, bien sûr, nous avons une opportunité, on s'interroge fortement là-dessus parce que voilà, au Canada, nous avons développé le végan. Nous sommes sur le Canada leader de Danone sur les produits végans, sur l'entreprise où nous sommes. Donc nous avons effectivement une très bonne expérience et on sait qu'on peut l'utiliser sur le même matériel que le matériel laitier. Peut-être pas sur l'entreprise d'Alsace-Lait où les tuyaux sont un peu trop gros, mais sur Savoie Yaourt, il est tout à fait possible. Donc si demain on a une opportunité, pourquoi pas, en 2 mois, 3 mois, on est capable de produire aussi des produits végans, quoi. Donc voilà, vous savez, le marché, il évolue. Aujourd'hui, je suis un peu surpris, mais bon, ça surprend plus personne. Personne n'a parlé de bio.
Il y a 2 ans de ça, on ne serait jamais permis de faire un tour de table sans parler de bio et tout le monde s'orientait vers le bio. Ah, vous n'en faites pas, vous, du bio? Non, on a bloqué le bio sur l'entreprise. Mhm. On n'a jamais voulu que nos producteurs aillent vers le bio parce que simplement les structures de nos exploitations, on n'est pas contre le marché du bio, mais que nos structures d'exploitation sont beaucoup trop intensives pour pouvoir faire du bio. Quand vous avez 100 hectares et que vous avez 100 laitières, vous ne pouvez pas passer en bio parce que vous perdez beaucoup trop. Et donc, nous, on part du principe que la seule chose qui est durable, c'est ce qui est économiquement viable. Donc, comme on est le bras armé de nos producteurs, et c'est pour ça aussi qu'on a saisi les opportunités non OGM, lait de prairie, Bovywell et les autres, pour aussi démontrer à nos producteurs, sans faire du bio, qu'effectivement nos producteurs, quelque part, suivent ce qui se passe dans l'actualité, le réchauffement climatique, c'est aussi le souci des producteurs. Et si on peut y contribuer, c'est aussi à nous de le faire. Alors, Alsace Lait gagne de l'argent? Oui, vous faites des bénéfices? Attendez. Alors, je suis animateur aujourd'hui, mais journaliste le reste du temps. Oui, c'est un journaliste qui pose la question. Un jour, c'était un privé qui me posait cette question. J'ai dit, effectivement, à la coopération, quand on n'est pas idiot, quand on gagne de l'argent, on paye même pas d'impôts. Alors, bien sûr, on gagne de l'argent. Hein. Bon, bravo. Alors, Monsieur Donget, l'approvisionnement, l'arrêt, l'absence dans certaines exploitations de relève, est-ce que c'est un problème qui vous préoccupe et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, industriel, alors, c'est effectivement transformateur, pour pallier cette difficulté? C'est effectivement un sujet. Moi, je ne vais pas le dire trop fort, mais parce que Christophe nous fournit aussi son lait, qui était là à côté de vous tout à l'heure. Oui. Mais on l'a c'est dit, vrai qu'en face, ça on en a peu parlé, mais en face des cahiers des charges des uns et des autres, il y a un partage quand même de la valeur. Donc, on peut supposer que ça peut encourager les jeunes à venir s'installer. Mais c'est vrai, on sait aussi que, de fait, les appellations, on a une zone contrainte. Donc, on gère déjà la pénurie. Il y a des périodes de l'année où, à Noël, par exemple, on ne sait pas répondre à l'ensemble des demandes. Oui. Et les clients commencent à s'y faire. C'est vrai que le robinet peut s'arrêter. Il y a quelques années, les clients étaient un peu stupéfaits, mais là, ils commencent à comprendre que les vaches produisent X litres de lait et on transforme derrière, mais si on ne peut pas fabriquer plus, tant pis. Donc, je pense que le consommateur va découvrir aussi qu'il peut y avoir de la pénurie. Oui. Et ça, c'est un peu nouveau dans notre culture, mais il faut s'y attendre et puis, mais encourager aussi les installations. On a des beaux programmes devant nous. C'est vrai que je n'ai pas trop exposé ici parce que c'est encore à l'état de projet, mais des beaux programmes qui devraient donner encore plus de sens à nos producteurs de lait et les encourager à continuer à produire et surtout à transmettre. La durabilité, c'est l'environnement, mais c'est aussi la transmission des exploitations. Et il faut absolument encourager les jeunes, parce que c'est un métier de passion, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a pu voir les discussions qu'on a pu avoir le temps de midi. Enfin, on est intarissable sur les sujets. Donc, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Et effectivement, il faut qu'on réussisse à encourager. Et puis, je ne vais pas dire le rendre plus attractif, parce que il faut que les jeunes y trouvent du sens. Mais c'est vraiment un métier. On nourrit les gens, on leur donne du plaisir. Et on leur fait du bien avec, je ne vais pas parler des crus, mais je veux dire, c'est bon pour la santé, nos produits. Donc, je veux dire, on se lève avec la banane tous les jours, même si on a des problèmes à résoudre, mais il y a quand même un sens, le sens primaire. Parler de la pyramide de Maslow, on répond au premier sens, la première base. La pointe du diamant. Voilà. Qui est Et donc, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, soit la production laitière et la transformation. Et bien voilà un message optimiste. Je termine avec Madame Marie, oui, c'est ce que vous me disiez d'ailleurs. Vous êtes serein et optimiste. Ça, c'est le message que vous avez fait passer. Vous aussi, Madame, vous êtes sereine et optimiste, j'imagine. Oui. Sur cette question des approvisionnements et du renouvellement des producteurs et des exploitants, est-ce que c'est un sujet que vous regardez chez Nestlé? Non, mais bien sûr, parce que pour que nos usines tournent, on a besoin d'approvisionnement. Donc ça, c'est vrai pour le lait comme pour d'autres matières premières. Et c'est vrai que les changements climatiques nous font regarder cet amont agricole de façon beaucoup plus précise.
Et oui, les chiffres de l'ULM étaient marquants. Hein, le fait qu'une exploitation arrête tous les 15 jours, c'est quand même marquant. Au-delà des grandes courbes, on se dit mince, il y a des choses à faire. Donc oui, je pense que les axes, le donner du sens, je pense que ça, c'est vrai que c'est super important. Donner de la perspective, donner montrer qu'il y a un avenir. Alors ça va bien sûr au travers des démarches dont on a parlé, parce que ça permet de valoriser le lait, donc sur le point de la rémunération. Mais je pense qu'effectivement, sur la partie sociale, il y a aussi des choses à faire pour aussi diminuer les contraintes dont on a parlé ce matin. Je pense que là aussi, nous tous, ensemble, on a notre rôle à jouer. Et je pense que ces rencontres sont aussi l'occasion de faire un petit état des lieux et de se dire il y a des pistes et pourquoi pas y aller et investiguer. Je pense que c'est important. Ouais. Alors sur la question des rémunérations dont parlait Eric ce matin, qui était à ma gauche, vous êtes à l'aise, hein, vous payez les producteurs correctement, il n'y a pas de... vous apportez de la valeur. Je dirais que c'est ce que vous me disiez en tout cas. Oui, bien sûr, oui, je pense. Alors, j'ai pas, on n'en a pas discuté. Je sais pas comment se fait la rémunération chez mes confrères ici. Mais oui, je pense que les choses ont été revues aussi avec Egalim. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été remises à plat. Et oui, avec les discussions avec nos partenaires coopératifs, oui, je pense que c'est aussi un axe, comme on l'a dit, hein, pour si on veut garder des producteurs, à un moment, on peut pas être, il faut être avec un niveau de prix de lait satisfaisant. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est la base, on va dire. Et derrière, effectivement, il va y avoir des sujets, des initiatives complémentaires qui apporteront encore de la valeur, mais qui viendront en plus. Ouais. Merci. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour finir à apporter à ce qui vient d'être dit, ou si nous arrêtons là. On pourrait évidemment débattre encore très longtemps, tant c'est passionnant. Oui, non, c'est sûr qu'il faut que les cahiers des charges et nos produits répondent à la promesse faite aux consommateurs. Et avec ça, normalement, c'est sûr que demain, il faudra des produits à bonne valeur ajoutée pour pouvoir rémunérer au mieux les producteurs. Monsieur Debesse, pour conclure. Un mot pour terminer. Je pense que l'initiative qu'ULM a prise aujourd'hui est extraordinaire, parce que c'est vrai, c'est une réflexion qu'on a entamé un peu dans toutes nos entreprises. Nous sommes exactement à la source et à la même évolution de réflexion. Les plus jeunes de mon conseil d'administration, ils ont appelé ça l'Académie du lait, pour dire, voilà, on se donne effectivement ces réflexions, parce que les générations passent, les générations changent. Nous n'avons plus, déjà ma génération, travaillé comme nos pères, nos parents. Et la nouvelle génération, effectivement, la production laitière était quand même la production la plus contraignante. Je pense que là, que ce soit nos entreprises, mais aussi globalement avec nos organisations professionnelles agricoles, il faut qu'il y ait un travail et une considération qui soit prise et aussi une estime qui revienne à la production animale. Parce que là aussi, on parlait beaucoup de l'agrabashing, ce que les Céréaliens ont peut-être un peu plus subi que nous. Mais aujourd'hui, quand on ose nous parler que les vaches sont responsables du réchauffement climatique, il faut s'arrêter un instant. Voilà, je prends pour exemple, il m'est arrivé d'être au Canada et en 1 heure, il y avait 4 avions qui ont décollé pour Paris. Avec 1200 personnes, j'ai dit aussi longtemps que ça c'est possible, il faut qu'ils arrêtent de parler de nos vaches quand même. Voilà. Merci Monsieur Debesse, merci Madame Marie Le Gall et merci Monsieur Donget pour cette première table ronde de cet après-midi. On peut effectivement vous applaudir. Merci beaucoup. Et on continue.